Bienvenue sur ce webinaire donc consacré à la thématique du RGPD. Donc l'idée est de vous aborder un petit peu le contexte du RGPD et comment demain donc être RGPD friendly grâce à la modélisation des processus. Donc j'espère que vous m'entendez bien. N'hésitez pas à me faire un retour par le chat. Alors pour démarrer ce webinaire, on va faire un petit rappel sur le RGPD ou le GDPR. Par rapport à cette thématique-là, on va commencer par le premier point, les enjeux. Alors, on en parle beaucoup dans l'actualité. C'est pas forcément un sujet nouveau, puisque ça existe depuis quelque temps, si ce n'est que nous avons une échéance qui se rapproche et pour le coup, il nous reste un peu plus d'un mois pour faire un certain nombre d'éléments. Alors, le RGPD, donc ça c'est aujourd'hui la thématique, l'acronyme français. GDPR, donc pour ceux qui ne savent pas, General Data Protection Regulation. Finalement, qu'est-ce que ça change, le GDPR? Donc, c'est un texte qui a été publié en 2016, qui va être applicable, comme vous le savez, le 25 mai 2018, dans tous les pays de la communauté européenne. Alors, il apporte un certain nombre d'évolutions, mais qui ne sont pas neutres, quant aux exigences de conformité et aux conséquences d'une non-conformité. Donc l'enjeu pour les organisations, donc pour les sociétés, est donc de mettre en place les processus qui sont nécessaires pour que vous soyez tous en conformité d'ici le 25 mai. Alors avant, concernant le traitement des données, vous deviez faire quelque chose qui était assez classique, c'est-à-dire vous deviez faire une déclaration auprès de la CNIL concernant le fait que vous stockiez de l'information à caractère personnel, puisque vous stockez un certain nombre d'informations concernant les individus. Donc ça, c'est le grand changement. On va détailler tous ces changements, mais petit rappel voilà, sur les éléments du RGPD. Alors, le RGPD, aujourd'hui, on parle de protection des données, qui est essentielle, et aujourd'hui, qui fait l'objet d'une attention toute particulière. On a des technologies qui ont énormément avancé, qui continuent leur développement, et nos sociétés, aujourd'hui, sont de facto de plus en plus interconnectées. Par rapport à ça, donc, le projet de règlement européen qui est le GDPR, actuellement en phase finale, aujourd'hui, doit apporter les garanties nécessaires quant à la protection des données. L'idée étant d'avoir une harmonisation des traitements au sein de l'Union européenne, donc au sein des 28 pays qui font partie de la zone euro. Donc parmi ces principes, le plus connu, c'est un concept aujourd'hui, un terme qu'on appelle celui de l'accountability. Alors c'est pas un terme nouveau, hein, c'est quelque chose qui a été instauré dans les années 80. Simplement, c'est que aujourd'hui, il revient à une société ou une administration à démontrer qu'elle se conforme bien aux différentes obligations relatives à la protection des données. Il faut en effet que le responsable de la sécurité des systèmes d'information donc prouve à la CNIL, mais également aux personnes concernées par leur traitement, hein, donc l'individu en tant que tel, qu'il y a un respect des dispositions concernant la loi informatique et liberté. Donc ça, c'est bien les enjeux qu'il faut qu'ils soient respectés. Alors, le principe d'accountability, ça conduit à assurer une véritable traçabilité et une transparence vis-à-vis des autorités. Au final, ça induit la rédaction de tout document, dossier, prouvant le respect de la protection des données à caractère personnel.
par rapport à ça, aujourd'hui, on va parler donc de ces outils. Donc, ce que vous devez faire, c'est déjà dans les enjeux nommer une personne, ce qu'on appelle le DPO, le Data Protection Officer. Vous devez aujourd'hui mettre en œuvre les principes du Privacy by Design ou du Privacy by Default. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est. C'est pas des grands termes, si ce n'est qu'aujourd'hui, on les intègre, en tout cas de plus en plus, dès qu'on crée un service, dès qu'on commence à lancer un certain nombre de produits. Alors, le Privacy by Default, c'est un principe qui se traduit de la façon suivante. Donc, c'est grâce à la protection de la vie privée. Donc, par défaut, quiconque traite des données personnelles doit permettre aux personnes concernées d'obtenir rapidement et facilement le plus haut niveau de protection possible. Donc, la législation sur la protection des données, elle doit obliger chaque personne ou entreprise qui traite des données personnelles à garantir par défaut le plus haut niveau de protection des données. Donc ça, c'est des choses que l'on sait tous, si ce n'est que c'est important de le rappeler. Ce qui change un petit peu et ce qui évolue, c'est finalement le privacy by design. Donc ça, c'est un peu différent. À l'inverse du privacy, le privacy by design, il permet d'assurer en fait une conformité à la législation en la matière, et ce, dès la création d'une société. C'est-à-dire qu'on n'attend pas aujourd'hui de se mettre en conformité après avoir lancé son activité. On l'intègre dès le début. Et on intègre les éléments concernant le traitement de données. Tout comme le principe d'accountability, ce qui a été évoqué pour la première fois il y a une trentaine d'années, celui du privacy by design, pour le coup, il est pas récent. Et en fait, on en a parlé dans les années 90. Donc, il s'agit en fait d'un concept qui est venu du Canada, d'Ontario, et qui aujourd'hui s'effectue a priori, c'est-à-dire au moment même où on commence à aborder la conception des technologies, des infrastructures ou des pratiques de la société. Face à ça, donc, ce qu'il faut expliquer, c'est que le RGPD, il y a 6 catégories d'exigences qui, aujourd'hui, balayent le concept. Alors, quelles sont-elles? Alors, la première, en fait, on intègre ce qu'on appelle, en fait, une catégorie qui est dédiée aux notions de base. Donc, c'est les données à caractère personnel, ce qu'on appelle aujourd'hui plutôt la DCP. Le traitement des données à caractère personnel, les types, les principes, le flux, le responsable de traitement, les sous-traitants et le volet de tout ce qui est la violation du caractère des données personnelles. La deuxième catégorie, c'est la gouvernance. Alors ça, c'est bien entendu quelque chose qui est extrêmement important, puisque déjà, premièrement, c'est au-delà de la nomination de votre DPO, c'est le rôle et la responsabilité de cette personne-là. C'est la mise en place de registres de vos activités de traitement, ce qu'on appelle aujourd'hui dans l'anglicisme le Privacy Impact Assessment. Donc en fait, c'est l'analyse d'impact, mais on va en parler un peu plus tard, du traitement de vos données. C'est le concept de Privacy by Design, rappelez-vous, c'est intégrer dès la conception de vos produits ou aujourd'hui la création de votre société ou de vos services, cette logique-là. Et ensuite, c'est les codes de conduite et les certifications. Ensuite, l'autre catégorie, le rapport avec les data subjects, c'est le principe de transparence, d'information et de consentement. Vous savez que, bien entendu, aujourd'hui, vous allez devoir mettre en avant comme quoi, si vous collectez de l'information, quelles en sont les fins, et demander à tout internaute, tout utilisateur qui va vous donner une partie de ces données,
son autorisation, ce qu'on appelle le consentement. Ensuite, la gestion de l'exercice des droits des personnes, donc ce qu'on appelle plus communément en fait tout ce qui est gestion des accès, opposition, rectification, effacement. Donc ça, c'est offrir ça, encore une fois, aux utilisateurs. Parler de la portabilité et des limitations. Expliquer, et ça vous le voyez de plus en plus, tout ce qui est profilage et les décisions automatisées. Quand vous allez sur un site internet, à titre d'exemple, vous avez aujourd'hui une politique liée à tout ce qui est cookies et on vous explique que demain, les sociétés derrière s'autorisent le droit à utiliser les données collectées pour vous proposer des meilleurs produits, des produits qui vous correspondent, etc., etc. Ensuite, le partage des responsabilités. Donc ça, c'est important. Et ça fait référence à tout ce que vous allez devoir mettre en place, tout ce qui est mention légale, vos conditions générales. Donc c'est la stipulation contractuelle obligatoire, la responsabilité, donc la responsabilité du responsable de traitement, la responsabilité du sous-traitant, sous-traitant en tant que tel, de collecte de l'information, hein. Et ensuite, par défaut, bien intégré, c'est le régime de responsabilité conjointe. C'est que par défaut, votre sous-traitant ou la personne qui collecte de la donnée, demain, a une responsabilité. Si demain on parle d'un éditeur, en tout cas s'il ne met pas en avant un certain nombre d'éléments, peut être co-responsable dans le traitement des données, même si demain il met en avant toutes les mesures de traitement, de sécurisation, etc. Donc il faut être très transparent sur ces éléments. Alors ensuite, un point important, c'est pour le coup le RGPD définit une catégorie sur tout ce qui est le transfert des données hors de l'Union européenne, et ça c'est important. Il y a de plus en plus d'outils d'encadrement en fait sur le transfert des données hors de l'Union européenne. Alors pour qui, pourquoi? Donc le RGPD il prévoit désormais une boîte à outils qui est renouvelée et diversifiée pour tous les transferts internationaux. En pratique, il y a plusieurs outils qui répondent à ces éléments-là, les CCT, les BCR processors, sous-traitants, tous les outils juridiques qu'on peut mettre à disposition des DPO, ou un outil qui est relatif au Privacy Shield, qui est limité, lui, pour le coup, seul aux échanges entre l'Europe et les États-Unis. Ensuite, avant-dernière catégorie, donc, le volet sécurité et notification des violations de données personnelles. Alors là, c'est extrêmement important. C'est quelles sont les mesures juridiques qui sont prises, les mesures organisationnelles, et on va en détailler tout à l'heure, vous allez voir dans la suite, les mesures de sécurité logique, pardon, les mesures de sécurité physique avec la logique du privacy by design, et ensuite les dispositifs de détection. Dernier point, les voies de recours, les responsabilités et les sanctions. Alors, le droit de recours, aujourd'hui, vous le savez, c'est que demain, une personne qui peut se sentir flouée, non respectée dans l'utilisation de ces données peut effectivement faire un recours, une réclamation, un recours juridictionnel. Vous savez que les amendes, en tout cas la sanction, elle peut aller jusqu'à 4% de votre chiffre d'affaires. Donc c'est pour le coup des amendes qui sont relativement importantes. Et face à ça, donc 25 mai, on sait que c'est l'échéance. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc il y a 6 étapes clés qui sont préconisées par la CNIL. Alors, première étape, c'est le préalable, mais c'est avoir un pilote pour le projet en interne de mise en conformité. Le deuxième point, et c'est l'objet, et on va y venir, c'est la cartographie des traitements de données personnelles. On va voir comment finalement la modélisation de vos processus de ces traitements, elle peut se faire par le biais en fait d'une modélisation. Les actions à mener, parce que dans les RGPD, il y a des choses qui sont à mettre en place pour le 25 mai, mais l'idée étant de mettre un plan d'action pour arriver à une mise en conformité.
gérer les risques, parce que demain, si vous avez une fuite de données, il faut quand même prévoir les éventuelles conséquences, organiser en interne aujourd'hui vos équipes et la collecte de données avec par qui est-elle faite, comment elle est faite, combien de temps, etc. Et documenter cette conformité. Alors, face à ça, on va voir comment aujourd'hui on peut modéliser. Et je vais revenir en fait sur un concept que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est le fameux concept de l'accountability. Alors l'accountability, finalement, on a un peu peur que est-ce que c'est une révolution ou non? Alors, c'est pas une révolution, hein, si ce n'est que les organisations, elles ont déjà l'obligation de se conformer au principe de protection des données et notamment à la fameuse loi informatique et liberté en France. C'est un principe qui est déjà connu par aujourd'hui tous les acteurs du secteur financier. Néanmoins, la comptabilité, il l'oblige derrière, demain, à rentrer dans une logique de procédure et donc de cartographie. Alors, face à ça, vous devez donc modéliser aujourd'hui le traitement de vos données. Donc, l'objectif de modélisation de vos données, c'est de pouvoir définir vos flux en interne, avoir une analyse détaillée des éléments, des implications de chacun, donc connaître les rôles et responsabilités de chacun, ça c'est important. Donc quand je parle de connaître les rôles et responsabilités de chacun, c'est premier élément qui est important, c'est le qui. Derrière le qui, c'est premièrement, c'est le fait d'inscrire dans un registre le nom et les coordonnées du responsable de traitement, son représentant légal bien entendu, ou le cas échéant, le délégué, le fameux DPO. Identifier les responsables des services opérationnels qui traitent les données dans votre organisation. Établir la liste de vos sous-traitants. Ensuite, le quoi. Donc, c'est identifier les catégories de vos données traitées. Est-ce que c'est des données sensibles, ultra sensibles? Identifier les données susceptibles de soulever des risques en raison d'une sensibilité particulière. Par exemple, tout ce qui est données relatives à la santé ou aux infractions. Le pourquoi. Alors, indiquer le ou les finalités, en fait, pourquoi vous collectez ou vous traitez de la donnée. Je pense tout de suite en exemple, dans une gestion de la relation commerciale, dans une gestion des ressources humaines, vous collectez énormément de données et il faut savoir qu'est-ce que vous allez en faire et c'est important de le décrire. Ensuite, où? C'est de savoir où est stockée cette donnée. Donc, c'est déterminer le lieu géographique ou le réceptacle où elles sont. Ensuite, dans quel pays les données sont éventuellement transférées. Donc ça, c'est important. Ensuite, jusqu'à quand? Parce que l'idée, on collecte de la donnée, mais vous savez que l'idée étant d'indiquer pour chacune des catégories de données combien de temps vous les conservez. Je pense notamment demain, lorsque vous hébergez de la donnée et que vous avez un client qui résilie, vous mettez forcément en avant combien de temps vous gardez sa donnée et vous avez pour le coup l'obligation de détruire ces données au-delà du délai que vous avez annoncé. Ensuite, le comment. Quelles sont les mesures de sécurité en fait qui sont mises en œuvre pour que aujourd'hui vous minimisiez les risques d'accès non autorisé aux données et donc l'impact sur la vie privée des personnes concernées. Donc ça, c'est le rôle aujourd'hui de la sécurisation des données. Donc quand on
on modélise les données, finalement, on fait une analyse d'impact sur la protection des données, ce qu'on appelle, avec l'anglicisme qu'on a appelé tout à l'heure, le Privacy Impact Assessment. Donc, il tient compte de la cartographie des processus métiers, qui décrivent aujourd'hui vos flux. Donc là, c'est un exemple que je vous projette. Alors, effectivement, il est extrêmement touffu, mais c'est important que dans votre analyse d'impact, lorsque vous avez votre cartographie, vous puissiez comprendre toutes ces interactions. On comprend bien les endroits, quels sont les éléments qui sont collectés, les endroits où il y a des traitements de données, où il y a de la donnée à caractère personnel. Donc, dans un logigramme, dans une représentation, le schéma que je vous montre, bien entendu, il faut que, moi, de mon conseil, vous puissiez le scinder peut-être par service ou par traitement pour que ce soit plus facile, mais c'est important de pouvoir le représenter. Alors, lorsqu'on modélise, finalement, on a une prise en compte de cette donnée à caractère personnel, et ça permet donc, encore une fois, de prendre en compte aujourd'hui, tous les traitements et les données personnelles. Alors, on continue dans aujourd'hui toujours la présentation. Ce qui est important dans les traitements qu'on a pu voir, donc je continue. Comment on organise donc ces procédures internes? Donc, on rappelle le schéma, j'ai cartographié mes processus, mes procédures. Mais demain, comment je les organise? Ça implique plusieurs choses. Ça implique en fait de prendre en compte la protection des données personnelles dès la conception, ce qu'on se disait d'une application ou d'un traitement, euh, avec une minimisation de la collecte des données au regard de la finalité, cookies, durée de conservation, les volets mention d'information, le recueil du consentement, la sécurité et la confidentialité des données. On s'assure du rôle et la responsabilité des acteurs impliqués dans la mise en œuvre des traitements des données. Donc pour cela, appuyez-vous sur vos délégués à la protection des données. Ensuite, c'est de sensibiliser et d'organiser la remontée d'informations en construisant notamment un plan de formation ou de communication pour nos collaborateurs. C'est important. Il faut que les gens aient une connaissance que de manipuler de l'information, ça peut avoir des conséquences. Donc c'est bien d'avoir une logique de sensibilisation. Ensuite, c'est traiter les réclamations et les demandes des personnes concernées quant à l'exercice de leurs droits. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est tout ce qui est droit d'accès, de rectification, d'opposition, droit à la portabilité. Droit à la portabilité, puisqu'on peut effectivement dire que la donnée collectée, elle peut être transférée à des organismes tierces. C'est ce qu'on voit très bien en B2C sur la collecte de l'information. On vous demande des fois d'accepter le fait que des organismes tierces, d'autres sociétés partenaires puissent vous solliciter à partir des données qu'on a collectées. C'est le retrait du consentement. Tout à l'heure, je vous en ai parlé. Lorsque je vais peut-être, par exemple, télécharger un livre blanc, je vais donner mon consentement, accepter que la personne pour qu'elle me donne ce livre blanc garde mon email. Néanmoins, je peux à tout moment dire je ne souhaite plus vous donner ce qu'on fait naturellement lorsque aujourd'hui on se désabonne. À part qu'aujourd'hui, il y a vraiment cette logique dans le RGPD de consentement. Donc ça, c'est important. Ensuite, il faut définir les acteurs et leurs modalités. Donc, l'exercice des droits doit pouvoir se faire par voie électronique, et si les données ont été collectées, par ce moyen. Donc ça, c'est important. Ensuite, il faut anticiper les violations de données.
Donc ça, c'est extrêmement important, puisqu'il faut prévoir dans certains cas la notification à l'autorité de protection des données, donc à la CNIL, et là vous avez un délai qui est contractuel, qui est de 72 heures, et bien entendu aux personnes concernées. Demain, alors on pense dans la presse à tous les scandales, on voit certains réseaux ou de sites où les données ont fuité, puisqu'il y a eu des failles de sécurité, et on voit que certains sites n'ont pas forcément pris les mesures pour en informer les personnes et prendre des mesures. Donc, avec le RGPD, c'est des éléments qui vont être encadrés et bien entendu sanctionnés. Ensuite, face à ça, donc, vous l'aurez compris, il faut documenter cette conformité en interne. Alors comment, finalement, il n'y a pas énormément de documentation, au-delà de cartographier, de modéliser, d'expliquer ce que je vous ai dit, le qui, quoi, pourquoi, combien de temps, où, etc. Vous avez deux éléments qui doivent être documentés au sens de la loi. C'est un registre des traitements, donc c'est votre cartographie des traitements de données personnelles, qui consiste à identifier et répertorier tous les traitements au sein de votre entreprise. Donc cet inventaire, il doit être exhaustif, et ensuite, il doit être consigné dans ce registre que le responsable de traitement, enfin ça implique, pardon, qu'il soit régulièrement mis à jour avec toutes les personnes qui manipulent de la donnée, la date, les éléments. Donc il s'agit d'un document de référence qui est incontournable en cas de contrôle de la CNIL. C'est comme un registre du personnel aujourd'hui, au sens de la loi, vous devez en avoir un, et il doit être à jour. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'étude d'impact, donc le fameux Privacy Impact Assessment, et qui définit que lorsqu'un traitement de données à caractère personnel présente des risques pour la vie privée des personnes, donc l'entreprise, vous, demain, vous devez mener donc une analyse d'impact qui doit être aujourd'hui, bien entendu, faite sous la forme d'un document officiel. Donc, ce document, il permet une analyse complète du traitement en question et il détermine les solutions les plus efficaces pour que vous garantissiez un haut niveau de protection et une confidentialité des données. On rappelle, en cas de violation, vous devez aujourd'hui en informer la CNIL et bien entendu les personnes concernées. Tout ça dans un délai de 72 heures. Alors comment aujourd'hui on organise tout cela? Il faut prioriser, vous l'aurez compris, on ne peut pas faire tout en même temps. L'idée étant de bien démontrer que vous avez un plan d'action et que ce plan d'action rentre dans une logique d'amélioration. Au-delà des éléments de conformité au 25 mai, vous devez pouvoir justifier en cas de contrôle comme quoi vous avez prévu un plan d'action à des échéances données et que celles-ci font l'objet d'audits pour voir si elles sont effectuées et conformes. D'accord? Alors, comment on priorise tout ça? Première étape, c'est définir le périmètre d'application de la RGPD au sein de votre organisation et l'identification de vos acteurs clés. Donc, l'objectif de cet inventaire, c'est d'identifier, encore une fois, les données personnelles qui entrent dans le champ d'application de la GDPR, puisque tout n'y rentre pas, et qui devront faire l'objet d'une mise en conformité. Pour rappel, le GDPR s'applique à toutes les données à caractère personnel qui permet d'identifier l'utilisateur, le client, etc. Potentiellement,
un gros volume de données sont concernés par cette mise en conformité. Le deuxième point, c'est la réalisation d'un diagnostic général des pratiques actuelles en matière de gestion de données personnelles. Donc tout ce qui est collecte, stockage, traitement. Donc cette deuxième étape, elle consiste à qualifier de manière précise les pratiques actuelles de l'entreprise en matière de collecte, de stockage, de traitement des données personnelles. Donc il s'agit d'établir une cartographie, c'est ce qu'on a vu, complète de vos traitements en vue de la définition des chantiers de mise en conformité. Troisième point, c'est donc hiérarchisation et ordonnement des chantiers à mener. Donc c'est définir un plan d'action et un programme des différentes actions à mener par les acteurs impliqués en vue de votre mise en conformité. Donc son élaboration, c'est l'aboutissement d'un travail de définition des chantiers, de hiérarchisation. Et tous ces chantiers, ils doivent être priorisés en fonction du niveau de risque. D'où l'intérêt de cartographier les risques associés à vos traitements des données et les conséquences que ça peut avoir. Le quatrième point, et la dernière étape, c'est une étape qui consiste à déployer en fait les chantiers du plan d'action suivant le calendrier que vous avez défini. Donc, dans le cadre de la mise en conformité du GDPR, vos chantiers, ils concernent toutes les composantes du traitement des données à caractère personnel, leur mode de collecte, leur mode de stockage, les règles d'utilisation. Et pour un déploiement optimal de votre projet, je vous recommande de le découper en grands chantiers. Et en sous-chantiers et en actions. Chaque grand chantier il doit être de préférence affecté à un responsable opérationnel qui s'occupe de sa mise en œuvre et derrière qui tient un planning arrêté, enfin surtout défini. Ensuite, la nature des chantiers, elle est variable. Tout dépend de votre organisation, de votre taille. Toutefois, il y a certains grands chantiers qui sont incontournables et qui concernent toutes les entreprises, puisque personne n'est exclu par la mise en conformité du RGPD. On peut mentionner notamment aujourd'hui la mise aux normes du plan de collecte des données et des modes de recueil des consentements. Ça, c'est important. Attention à vos sites internet et à vos actions commerciales. L'élaboration du registre des traitements, on en a parlé. Donc ça, c'est défini dans l'article 30 du règlement du RGPD. Ensuite, la création d'un journal des traitements de demandes en lien avec les consentements. Vous devez être capable d'avoir tout l'historique, la date, l'heure à laquelle un utilisateur vous a donné son consentement. Et ensuite, le dernier point, et ça c'est incontournable pour tout le monde, c'est la logique de sécurisation de vos données et des flux. Et ensuite, toute la mise en place des mesures de traçabilité, archivage, désarchivage de l'information. Et ça, c'est plutôt quelque chose de l'ordre qui doit être piloté plutôt par les directions informatiques, par exemple. Donc, si on peut résumer ce webinaire donc, dont l'enjeu était de vous sensibiliser au fait que la modélisation de vos processus était finalement vous permettrait rapidement de vous mettre en conformité avec le dispositif RGPD. J'espère que vous l'avez compris, mais c'est vraiment le noyau dur de cette mise en conformité. Il faut impérativement que vous puissiez recenser, identifier, et rien de tel que de cartographier tous ces éléments sous forme de logigramme. Ça vous permettra de prioriser, comme on l'a vu, sous forme de plan d'action, de chantier sous chantier, et de responsabiliser vos
vos équipes en fonction de leurs services sur ces sous-chantiers et sur les traitements des données qui sont faits. Je vous remercie.